Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les Gunners vont pouvoir passer Noël au chaud. Le travail a été fait. Alors, hier soir, puisque le podcast est enregistré dimanche matin, une fois n'est pas coutume, le travail a été fait hier soir lors du déplacement à Crystal Palace, court déplacement, puisque on passait du nord au sud de Londres, où Arsenal s'impose 5 buts à 1 dans un match que je qualifierais de surprenant. Allez, je me lance puisque je trouve le score très flatteur par rapport au contenu de la rencontre. Seul bémol, seul point noir, la blessure de Bukayo Saka, qui est sorti relativement tôt dans le match et pour lequel on est relativement inquiet. Donc on va attendre les résultats des examens, mais affaire à suivre. Je vous le disais, une fois n'est pas coutume, enregistrement un dimanche matin, puisque le bruit, pardon, c'est mon chat qui vient de renverser un verre d'eau. Puisque hier soir, personne n'était vraiment dispo de l'équipe podcast pour enregistrer, et que donc du coup, on a décalé ça à ce matin, et que il est en France 8h40 au moment de l'enregistrement, et que les leftos ne sont pas nombreux, et que du coup, pour moi, j'ai un seul expert en ma compagnie qui, pour lui, il est déjà 15h, 15h40 chez toi, Jonathan. Bonjour. Salut Raoul, ouais, c'est ça, 15h40. Donc, en pleine journée, alors que nous, je vais pas dire au petit matin, mais on est au matin. Merci, Jonathan, de me faire l'honneur de ta présence. On n'est qu'à deux, donc logiquement, on devrait éviter à nos auditeurs un podcast d'une heure et demie, pardon, et ça devrait aller entre guillemets, assez rapidement. Jonathan, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être te demander si tu es d'accord avec moi quand je parlais d'un match. Je sais même plus ce que j'utilisais comme objectif particulier. Non, c'est pas ce que j'utilisais. Mais j'ai trouvé que assez bizarre le match par rapport à l'ampleur du score. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sans rentrer trop dans les détails, mais juste pour voir si on va avoir au moins une opposition par rapport à ça ou pas du tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu passer sur le compte Instagram d'Arsenal French Club une remarque comme quoi le score était assez flatteur, au début ça m'a un peu énervé, mais après, en regardant un peu plus, enfin tout ce qui est statistique, je t'avouerai, je- oui, j'étais plutôt d'accord. Donc ça m'a un peu énervé sur le dessus en tant que fan d'Arsenal qui venait de visionner un match, on avait gagné 5-1, on a pris les 3 points et c'était assez cool. Mais en étant un peu plus objectif, oui, c'est vrai que le score est flatteur, absolument. Bon. Alors, ouais, hier c'était Richard qui était à l'animation, je vais dire ça comme ça, d'Instagram. Euh, Moi, je bossais, donc c'est vrai que j'ai vu des brides du match pendant que je travaillais. Donc, je t'avouerai que je suis rentré ce matin. Il était 2h30 passées et je me suis tapé encore le match en entier. C'était Bah, c'est vrai génial. que moi, le match était en pleine nuit aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé ce matin et du coup, je m'étais coupé de tous les réseaux avant vraiment de finir le match. Et j'ai eu tout qui est sorti derrière. Donc, Ouais. Mais on aura le temps d'en reparler. Avant d'entrer dans la composition de l'équipe, Jonathan, est-ce que tu as un instant passion, un coup de cœur ou un coup de gueule sur cette rencontre-là? alors, j'ai un instant passion, c'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur, mais pour moi, ça va être les conséquences de la blessure de Bukayo Saka. Je savais que tu allais me dire ça. Je Tu savais. le savais? Ouais, je m'en doutais. Parce que pour moi, c'était mon focus aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ressortir. Et ben moi, tu sais quoi, je vais en mettre un autre et on va rester dans le positif, puisque le miracle de Noël continue.
euh, et que Gabriel Jesus, il en est à 5 buts en 3 matchs, sachant que ça devait faire à peu près un an qu'il n'avait pas marqué en championnat. Donc c'est assez... J'ai pas la stat. Quand je dis un an, c'est peut-être 6 mois, j'en sais rien. Mais je crois Comme il avait que... marqué le but contre Nottingham Forest au mois de janvier dernier. Voilà. Bon, alors, tu vois, janvier, on est en décembre, donc on est quasiment sur une année calendaire. Donc, ouais, 5 buts en 2 matchs, et il aurait pu en marquer bien Trois ou quatre. plus. Donc, du coup, voilà, je vais continuer, je vais parler de, enfin, je parlerai de ça. La composition de l'équipe, sans plus tarder, dans les buts, David Raya, défense à 4 toujours et encore, avec Timber à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Lewis Kelly à gauche. On avait... Le milieu de terrain restait quand même l'interrogation forte par rapport à cette composition, en tout cas dans le débrief du match que l'on a fait avec Corentin et Nico en milieu de semaine pour le match de Carabao Cup, qui opposait déjà, je le rappelle, Arsenal à Crystal Palace. Et du coup, Mikel a tranché. C'était Thomas Partey en point de basse avec Havertz, le retour de Kai Havertz et de Martin Ødegaard. Et devant, euh, chose que moi me semblait tellement logique que j'avais dit, que ce soit dans le podcast d'ailleurs ou sur Discord, que Jésus devait jouer. Pour moi, c'était une obligation après avoir mis un triplé contre la même équipe, qui plus est. Donc, on avait Saka à droite, Martinelli à gauche et Gabriel Jesus en pointe. Jonathan, tes impressions, du coup, je peux pas te demander tes impressions au moment où tu as découvert la compo sur les réseaux, puisque tu l'as dit toi-même, tu t'es coupé des réseaux, mais au moment où tu as commencé à regarder le match ce matin chez toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Généralement satisfait. Je pense que c'est vraiment génial que Louis Kelly ait vraiment la confiance du coach maintenant pour prendre cette place derrière gauche et permettre à Timber d'occuper le couloir droit. C'est bon, là on sent vraiment il a passé un palier, donc tant qu'on est dans cette configuration-là, il n'y a pas à remettre Thomas Partey arrière droit. Je trouve que ça, c'est vraiment très positif. On reparlera du match de Lewis Kelly plus tard. Donc défense, rien à dire, top. Et bah, le milieu de terrain est un petit peu aussi la conséquence de la titularisation de Gabriel Jesus devant. Comme tu le dis, il a bien mérité d'être titulaire. Et il a fait ce qu'il fallait contre Fulham pour pouvoir prétendre à une place de titulaire pour le match de milieu de semaine. Et le match de milieu de semaine lui a bien entendu, je pense, confirmer sa place pour ce week-end. Donc, euh, donc ça a découlé du fait qu'il fallait trouver quelqu'un. Enfin, ça a un petit peu facilité, je pense, la réflexion d'Arteta pour le poste de milieu à gauche. Et il a refait descendre Kai Havertz. Donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça, non. Ça n'a pas dérangé plus que ça. On sait que Rice n'était pas au top les semaines qui viennent de se passer. On sait que Merino, on n'est pas encore tous complètement convaincus. Donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ouais. Euh, j'ai un petit bémol sur ce que tu dis, mais ça engage plus l'avenir. C'est quand tu dis que très content de voir que MLS a enfin la confiance du coach, ce qui permet de laisser Timber à droite. Alors, sur la partie, ce qui permet de laisser Timber à droite, je suis d'accord. Là où moi j'ai un vrai doute, mais pas sur la valeur du joueur, là où j'ai un vrai doute, c'est ben, est-ce qu'il a vraiment la confiance du coach dans le sens, est-ce qu'il s'est imposé aujourd'hui comme titulaire au poste? Et moi, C'était pas dans, ma réflexion, en fait. Moi, je pense qu'il s'est assez imposé pour que quand tu es, par exemple, Calafiori qui soit pas là, ok, on d'accord. n'est pas à Donc, refaire défendre ok, Thomas Partey à droite à basculer Timber à gauche. Alors, ok. c'est Je important. pensais que tu parlais plus sur du moyen long terme. En tant que titulaire, bah, je pense qu'il a la place, mais va y avoir de la concurrence, aller la chercher. Mais non, j'en suis pas encore à ce niveau-là. C'est Ok, surtout au fait que il est assez costaud pour pas qu'on ait à faire redescendre un milieu de terrain arrière droit.
Parfait. Alors, on est tout bon. Et deuxième subtilité de cette compo, euh, c'était toujours pareil dans la discussion qu'on avait avec Corentin et Nico mercredi. Je crois qu'on l'avait tous dit, c'était que si Jésus jouait finalement, moi honnêtement, je m'étais cassé la tête pour trouver ce milieu, ce troisième milieu. Alors moi j'avais mis Rice parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus fit, mais Rice ou Partey, moi ça me va très très bien. J'avais forcément mis Ødegaard et par dépit, j'avais mis Merino milieu gauche. Si si Sterling non, j'ai mis Sterling, ouais, j'ai pas mis Martinelli et j'avais prévu, moi j'aurais bien aimé Nwaneri, mais j'avais mis Havertz sur le banc. Je disais Jésus devait jouer et moi je pensais vraiment que du coup Havertz s'était imposé comme étant l'avant-centre d'Arsenal. Mais encore une fois, on se rend compte que Arteta a du mal à composer sans Kai Havertz. Et donc, du coup, il a fait ce choix-là, qui en soi, moi, me voit bien, parce que on y reviendra également. Havertz, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très, très bon match. Alors, il y a peut-être un très, très en trop. Il a fait un très bon match. Et effectivement, ça relègue Merino sur le banc. Jonathan, cette première mi-temps, elle commence. Vite. Ouais, elle commence vite. Alors, le hasard a fait que quand j'ai regardé le replay du match sur, du coup, MyCanal, en fait, tu as un décalage, je crois que tu peux revenir. Alors, attends, le match, il était à quoi? 18h30. C'est ça, hein? Ouais. Je crois que tu peux revenir 8 heures en arrière. Et en fait, du coup, vu que j'ai commencé, il était 2h37, je crois, le match. En fait, j'ai lancé le replay et je suis tombé directement sur le but. J'ai pas vu les 5 premières minutes, je te l'avouerai. Donc, je sais pas comment était notre entame de match, mais je tombe sur le but directement de Gabriel Jesus. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment on est rentré dans le match? Est-ce qu'on a été plutôt dans l'attente avec un bloc bien en place où on a laissé le ballon à Crystal Palace? Est-ce qu'on a décidé d'aller jouer très rapidement et très vite, très haut chez l'adversaire qui jouait dans un traditionnel 3-4-3 qui peut un petit peu bouger, mais on voyait assez souvent pendant les phases de jeu la ligne de 3 arrière et de quatre milieux. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé et comment on a commencé ce match d'ailleurs? J'ai pas exactement les 5 premières minutes en tête, je te l'avouerai. Moi, après, ce qui m'a assez surpris, c'est que bah, j'étais sur l'avant-match. J'étais sur l'avant-match de Crystal Palace contre Arsenal. Et j'avais regardé un petit peu leur dernier match. Et c'est vrai qu'ils laissent en général toujours la possession de balle. En général, ils sont à 30-40%. Et là, enfin, ça m'a choqué, mais ça m'a un petit peu sauté aux yeux que les 25-30 premières minutes du match, ils n'avaient pas peur de mettre le pied sur le ballon et de faire le jeu. Ils avaient un bloc assez haut aussi, j'ai trouvé, ce dont on n'a pas spécialement l'habitude et ce qui nous a peut-être permis après, de toute façon, de faire ce qu'on avait à faire parce qu'il y avait quand même pas mal d'espace derrière. Mais non, le match, on est assez vite rentré dedans. Après, sur les 5 premières minutes, comme ça, j'ai vraiment pas plus à dire. Moi, c'était surtout cette volonté de Crystal Palace de faire le jeu. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai relevé une stat que j'ai vue passer pendant le match qui était la possession de balle de Palace en gros entre la 22 et la 27e, puisque Où ils la avaient fin- 70% de balles, je ouah, crois, ou un truc comme ça. ouais, beaucoup plus, ouais, voire même plus, je crois que moi j'ai noté 73, un truc comme ça. Euh, Et qui d'ailleurs, après c'est complètement équilibré parce à la mi-temps, on est revenu à quelque chose de plus commun. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 58% pour Arsenal et hmm, 42% pour Crystal. Mais oui, j'ai exactement eu la même sensation à ce moment-là quand j'ai vu ça, quoi. C'était. ok. Et donc du coup, on vient d'entamer, on vient de parler des 5 premières minutes, on arrive à la 6e minute. Et avec cette ouverture du score plus que rapide,
qui met en confiance tout le monde, qui met en confiance l'équipe et qui continue à mettre en confiance Gabriel Jesus. C'est un but, bon, encore une fois, pas le plus dur, mais il est là où il faut. Ça part d'un centre de Saka qui traverse, donc un centre côté droit, qui traverse la surface de réparation, qui trouve un petit peu tout le monde, puisque à la réception, je crois qu'on était trois. Il y avait Martinelli, Partey Gabriel. ouais, donc quand même deux défensifs qui étaient assez hauts. Et donc partait Gabriel, Martinelli, ça passe tout ce beau monde. Et au deuxième poteau, Gabriel Jesus qui est là et qui, je crois, du pied droit, euh, met la balle au fond des filets. Et là, on se dit, waouh, l'autre, il est on fire. Déjà, ça fait 4 buts en 2 matchs. Euh, c'est cool pour lui. Dans sa confiance, ça le conforte, on va dire, dans un retour. Alors après, ce jour-là, on est toujours non pas en attente de la nouvelle blessure, mais dans la crainte de la blessure. En tout cas, il était très fit, je trouvais, sur cette rencontre-là. Et, euh, et voilà, on ouvre le score. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus, à moins que, encore une fois, hein, la parole est libre. Le micro est tien, Jonathan, donc n'hésite pas si tu as des choses que tu veux compléter ou peut-être quelque chose qui t'a marqué sur le but ou juste avant ou juste après. Dis-moi. Non, c'est vrai que Gabriel Jesus, c'est vraiment tout seul, quoi. Ils l'ont complètement Hmm. oublié et ça a l'air tellement simple. Donc non, c'est une très bonne entame de match. On sait que souvent le problème d'Arsenal, on attend de se prendre un but pour commencer à se réveiller. Et c'est déjà une réflexion qu'on a eue ensemble tous les deux. On devrait dire, on devrait partir avec un handicap de 0-1 à chaque fois pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et là ça s'est tout de suite mis en place, quoi. Donc c'est top. Ouais. Euh, on n'a pas forcément trop le temps de fêter. Souvent dans le foot, on parle des 5 minutes qui suivent un but marqué, où la plupart du temps, les coachs disent restez très attentifs, très focus, restez bien en place, etc. Et je t'avouerai que j'ai pas forcément apprécié l'après-but, on va dire, puisque je nous ai trouvé. Alors, je crois qu'il y a un thème qui était ressorti lors du dernier podcast, c'était, je crois, un peu le côté hautain d'Arsenal, où on avait pris Palace de haut, etc. Je C'est sais, Thomas qui parlait d'un manque d'humilité. donc c'était Thomas, c'était pas sur le match de coupe, c'est sur le match contre Everton. C'est ça. Ça doit être ça. Je sais pas si on a manqué d'humilité ou d'autres choses. Bien entendu, encore une fois, on a quand même un adversaire en face de nous, mais très rapidement, je trouve que on se met en difficulté relativement tout seul. En tout cas, on donne toutes les cartouches à notre adversaire pour nous menacer, nous faire mal et finalement égaliser. Et je vais m'expliquer. Euh, Encore une fois, tu joues contre un adversaire, il est mené 1-0 à la maison. Que à un moment donné dans le match, on ait des temps faibles et qu'on soit dominé, vraiment, c'est pas ça qui, moi, m'embête. Qu'on s'appelle Arsenal ou qu'on s'appelle, j'en sais rien, moi, quelle que soit l'équipe, allez, Metz ou Rouen, je vais faire plaisir à Richard. Ce qui m'embête, c'est que, et là, je te préviens, je vais pas me faire d'amis, euh, j'ai relevé en fait, j'ai relevé deux phases de jeu. La dixième, Écoute, j'ai le résumé du match devant moi. Je suis prêt. On ok, est à la dixième. 10e minute Ouais. pile. On prend le but à la 11e et à la 10e, il y a un fait de jeu qui, moi, clairement, m'a fait bondir, même avec leur tardive. C'est la relance de Raya. Raya qui est quasiment devant son poteau. On joue à la baballe avec Gabriel, avec Saliba. Enfin, on joue à la baballe. On essaie de construire, jusque-là, tout va bien. Mais Axel disait que Raya avait évolué dans son jeu et que maintenant, quand il fallait dégager loin, il ne prenait plus de risques. Et là, sur cette phase de jeu donc, que j'ai en tête, il tente, donc il est quasiment sur sa ligne de but, hein. Il tente une relance passe courte sur Partey, qui est sur la ligne des 6 mètres, je pense.
Et mais Partey, il a un mec sur lui. Et je crois que c'est. Est-ce que c'est Tu as pas. Saliba qui fait la passe à Raya, Ouais. Mateta qui était sur Saliba, Qui presse, voilà, qui presse presse Raya. Raya, et Et au Raya lieu de va mettre, éviter et au lieu de une, mettre deux, une trois praline, situations. il veut la donner à Partey qui est pressé. Et je crois que c'est Hughes qui tacle le ballon. Et le ballon passe devant le but. Si ça fait but, pardon, encore une fois, il n'y a pas eu but, tant mieux. Mais si ça fait but, on, on est sur une erreur identique à celle, encore une fois, je ne relance pas le débat, hein, mais juste qu'on comprenne quel est le niveau euh, d'intransigeant que j'ai avec David Raya. Quand on me dit c'est dans le top 3 mondial des gardiens, et quand je vous dis que non, pas encore, c'est ça. C'est qu'on disait que Ramsdale n'était pas capable d'être concentré 90 minutes lors d'une rencontre, que Raya en était capable, que Raya était meilleur au pied, que Raya ne prenait pas de risques, mais la balle qui donne à Partey, c'est, ben, pour moi, c'est pas acceptable à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, s'il y a but, d'ailleurs, tu peux même pas dire que derrière, il se rattrape de son erreur en allant gagner un face-à-face, ben, pas sur cette action-là, puisque la balle passe devant le but et je crois qu'elle termine en 6 mètres. Mais c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Et ça, je tenais à le souligner parce que après le match de Raya est beaucoup plus correct. Mais je voulais juste, parce que quand j'ai vu ça, je dis voilà, là, les gens vont peut-être comprendre pourquoi je ne suis pas convaincu quand on me dit que Raya est dans le top 3 ou top 5 mondial. Parce que ce genre d'erreur-là, c'était les genres d'erreurs où on était, mais plus qu'intransigeant avec Ramsdale. Et c'est pour ce genre d'erreur-là qu'il a perdu sa place où on nous dit, voilà, on a un gardien qui fait pas ça, et il le fait. Dans une période où Arsenal, encore une fois, n'est pas forcément en pleine confiance, on prend 2 points sur 6 en championnat, non, ouais, c'est ça, hein. Dans les derniers matchs, on fait nul à Everton et on fait nul Fulham. à Fulham. Mais à un moment donné, si on veut le titre, il faut qu'on avance, quoi. Voilà. Donc c'était juste la précision. Je sais pas si c'était quelque chose qui t'avait marqué plus que ça, mais la passe qu'il fait à partir, elle est criminelle. Elle est vraiment criminelle. Et du coup, je trouve que déjà là, on se met en difficulté, tu vois, mais on se met en difficulté tout seul. Parce que au final, la seule pression que l'on a subie à partir de ce moment-là, c'est le pressing de Mateta, qui d'ailleurs a fait un match énorme avec Sarr. J'ai trouvé la paire Sarr et Mateta pour un club comme Crystal Palace qui végète en bas de classement super intéressante. Vraiment, cette paire-là, je vais pas dire qu'elle m'a impressionné parce qu'on n'est pas sur un niveau mondial non plus, mais pour Crystal Palace, elle fait bien chier. Et quand on voit la difficulté qu'ont eu Saliba et Gabriel à défendre sur Mateta, et MLS sur Sarr, mais ça on va y venir après, c'est pas négligeable d'avoir une paire d'attaques. Dommage que Kamada pour Palace n'était pas au même niveau. Donc dixième, il y a l'erreur de Raya. Et onzième, on prend le but de Sarr. Donc dans la foulée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas su, on n'a pas su gérer ce temps faible, on va dire, ou ce temps de pression, ou en tout cas. Je crois que c'est Mitchell qui fait la passe à Sarr, mais plein axe et qui frappe du droit et qui va tromper Raya. Je pense que Raya ne peut pas faire grand-chose sur le but. On n'est juste pas en place à ce moment-là et la punition, elle est directe et ça fait un partout. T'en as pensé quoi, toi, on va dire, de cette Ben, période je trouve- d'après but? Oui, 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 bah, ça se sentait de toute façon, hein, que ça arrivait, mais Mitchell est couvert par Timber. Après, on a Partey qui court après ça. Et je trouve que Saliba, je sais pas, je trouve que Saliba sur cette action manque un peu d'agressivité. Ouais, alors, Euh, voilà. On peut lui reprocher de ne pas monter sur le porteur, ok? il le laisse, il lui donne de la place, il lui donne de la place et il l'encourage à approcher, quoi. Il l'encourage à approcher, et, et Sarr se retrouve avec personne devant lui à 1 mètre. Bah, il prend sa chance, il marque entre Partey et Saliba, bien joué, quoi. Ouais, voilà, oui, mais après, il faut aussi dire quand le but est beau, hein, ou voilà. Après, oui, Oui, effectivement, oui. je pense que Saliba peut fermer un peu plus l'angle
de l'attaquant en montant rapidement sur lui. Néanmoins, Alors, le problème, c'est que j'ai pas réussi à avoir le ralenti pour voir le début de l'action, mais il y a, d'après moi, d'après ce que j'ai vu, il y a un problème de couverture défensive, et je crois que c'est Havertz parce que le joueur vient quand même d'assez loin. Et je crois que c'est Havertz qui le voit passer devant lui et qui ne fait pas l'effort de revenir. Et Partey était déjà engagé sur un joueur, et donc il peut pas faire la fermeture non plus. Donc voilà. Après, ça fait un partout. Euh, et au final, je me demande si c'est pas forcément la meilleure des choses qui peut-être pouvait nous arriver. C'est-à-dire, on risquait peut-être d'être dans un match où où on aurait pu être Long, ouais. végétatif, tu vois, où on ne proposait plus rien, etc. Et là, du coup, ben, ça te remet l'église au milieu du village. Et donc, Crystal Palace égalise. Et là, euh, on se remet légèrement en ordre de match, mais sans pour autant voir un système de jeu et comment dirais-je, des phases construites. Le peu de régularité ou de régulation du jeu que l'on voit, c'est quand Ødegaard redescend assez bas rechercher le ballon. Mais sinon, je trouve qu'on est. Voilà, j'ai trouvé qu'on a manqué, d'ailleurs, tout au long du match, de fluidité dans le jeu, alors qu'à ce moment-là, on était encore au complet. Cependant, on n'attendra pas longtemps, puisque je crois que c'est 14e ou 15e. Moi, j'ai noté 15e. On a un corner qui est tiré par Martinelli, puisque Rice était sur le banc. Alors, c'est un corner qui va. Voilà. C'est une chandelle qui met, hein. Ah oui, Et, oui, oui. Moi, quand je vois le corner tiré, ouais, je ah me dis ouais, qu'est-ce que il c'est met que ce vraiment une truc-là, quoi. chandelle au deuxième poteau. Il y a Gabriel qui est au duel. Il y a Gabriel qui est au duel, entre guillemets, qui perd son duel. En tout cas, le défenseur arrive à prendre le devant à prendre le ballon avant lui. Mais la balle est mal dégagée. Elle est quasiment pas dégagée puisqu'elle revient dans les pieds de Partey qui, d'un très joli contrôle, met la balle au sol, voit Gabriel Jesus qui est en retrait quasiment sur la ligne je crois, des 16 de mémoire, et qui d'un enroulé du pied Droit. droit vient chercher la lucarne au premier poteau, et ça fait 2-1. Et là, tu te dis, Gabriel Jesus, c'est deux ballons, deux buts. Et qu'est-ce qu'il a? Est-ce que comme le joueur de Chelsea, il va passer au contrôle antidopage et que bah, il va pas passer le contrôle antidopage du coup et qu'on va avoir des mauvaises nouvelles? Est-ce que vraiment c'est la nouvelle de sa nouvelle future paternité qui lui donne plein de boost et après on sait que les Brésiliens sont très croyants, donc des fois il leur faut pas grand-chose non plus pour pour se porter mieux ou se porter bien. En tout cas, ça fait 2-1. Le but est très très joli. Et encore une fois, c'est là où on voit. En plus, c'est un plat du pied enroulé, tu vois. Il cherche pas à frapper, il cherche pas à mettre une mine, il blesse Il a pas un le temps, sup. hein. Il a le temps, il s'applique, Ouais, c'est propre. exactement. C'est propre, c'est chirurgical. Et ça fait 2-1. Et là, du coup, on va rentrer de nouveau dans dans un temps faible. On rentre dans un temps faible. Et du coup, si je me trompe pas, il y a vers la 20e, La roulette. il y a l'erreur de C'est Saliba ça. qui veut crocheter ou dribbler son attaquant, on va dire, devant les 16. Il perd le ballon et je crois que c'est Mateta. Non, c'est Sarr qui contre Saliba et Mateta qui se retrouve seul face à Raya. Et là, pour le coup, Raya fait le premier arrêt de cette rencontre et nous maintient dans la partie. Mais c'est c'est là où je disais que la paire Mateta-Sarr dans le pressing, dans le harcèlement de nos défenseurs, cette paire-là a été assez incroyable et il n'est pas de coutume de voir Saliba en difficulté comme il l'a été, notamment sur cette relance-là où il perd un ballon qui peut nous faire très très mal. Et pour le coup, Raya lui sauve un peu les miches.
T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non? Non, 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 Ok. c'est très bien résumé. Je pense qu'il s'est pas mis en confiance, bon, avec le Ouais. but déjà, après ça derrière, Saliba. Et je Et crois bon, que du coup, c'est sur le contre là, bah, sur l'arrêt de Raya, et je crois que c'est sur de mémoire, c'est l'action qui s'ensuit où on contre, où Saka va se blesser. ben, oui, ça se passe à la 20e et Saka se blesse à la 21e. Parce que du coup, ouais, c'est ça. En fait, il y a une sorte de contre-attaque où la balle arrive rapidement sur Saka. Il y a Havertz, Ødegaard qui sprint pour aller chercher, bah, proposer une solution dans la surface. Il y a Martinelli qui est côté gauche. Et en fait, Saka, sur le centre là, se touche la cuisse. Et direct lève la main et appelle son banc. Il va se mettre au sol pour attendre d'être soigné et ne reviendra plus dans la partie. Alors, encore une fois, hein, je ne dis pas que l'erreur de Saliba blesse Saka. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est juste pour dire que c'est dans la transition de cette action-là. Donc finalement, c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à trembler pour Saka. Et, euh, et en conférence d'après-match, Arteta disait qu'il était relativement inquiet sur la blessure de Saka. Donc, c'est l'arrière de la cuisse et je crois que c'est une blessure qu'il avait déjà cette année. Donc, est-ce que ça a pas tenu? Est-ce que ça a répété? Est-ce que c'est qu'une contracture? Le fait de le voir sortir du stade en béquille, moi, me rassure pas du tout. Docteur Fournier a-t-il un avis par rapport à cette blessure-là? Non, pas du tout. Ischio-jambier, on sait qu'il s'était blessé pendant un rassemblement avec l'Angleterre au mois de septembre, je crois, pendant le premier break international, et qu'il a manqué quelques matchs en rentrant. Ouais. Donc à suivre. Ils ont parlé de scanner, il va falloir qu'il fasse un scanner. On sait que Saka, on le voit souvent par terre parce qu'il prend beaucoup de coups, mais bon, Ah, mais là, on le voit tout de suite, hein, ouais. pour qu'il sorte aussitôt dans le match et qu'il parte en béquille, c'est que ça doit être relativement sérieux. Ouais. Et donc, du coup, là, on rentre dans cette période, dans cette fameuse. Alors, est-ce que c'est l'effet blessure de Saka, la réorganisation? Donc, du coup, en termes de réorganisation, Trossard prend la place de Saka, Trossard passe côté gauche et Martinelli prend le côté droit. Et bizarrement, en termes de qualité de centre, en termes de percussion, Martinelli à droite, c'est pas le Martinelli à gauche. Absolument. Moi, je veux juste revenir sur deux petits faits de jeu, C'est dont ça? Richard a glissé deux mots aussi sur Insta. On prend encore deux cartons jaunes, enfin, deux cartons jaunes bêtes. Un pour Gabriel Magalhaes et un pour Timber qui, pour l'arbitre, il perd du temps sur une touche. Donc, ces deux défenseurs, on est à la 30 et Ouais. 35e minute. Ce sont vraiment des cartons évitables, quoi. Donc, Alors, euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que Gabriel, il prend un carton jaune. De toute façon, tous les cartons, généralement, sont évitables. Mais il prend un carton jaune parce qu'il est battu dans un duel. Mais il est battu, quand je dis qu'il est battu, je crois que c'est un duel avec Sarr ou Mateta, forcément l'un des deux. Euh, mais il se fait péter à l'amende sur un crochet, un contrôle orienté. Et en fait, il n'a plus que la solution de le retenir par le maillot pour ne pas être repassé. D'ailleurs, tu vois que quand il prend le jaune, il s'en veut de prendre le jaune, mais à mon avis, il s'en veut surtout de s'être fait bouger comme ça. Mais ça fait partie, on va dire, parce qu'encore une fois, on a une très bonne charnière centrale, pardon. Mais même si parfois on peut les comparer à des dieux, mais ils restent des joueurs de foot et un défenseur, des fois il se fait passer. Mais là, c'était plus on va dire dans le carton jaune dans le jeu. Moi, de prendre un carton jaune à la 30e ou 31e parce que tu mets trois plombes à jouer une touche, sachant qu'en deuxième mi-temps, MLS perd une touche parce qu'il tarde aussi, il avance, il avance, il avance, il avance, et du coup l'arbitre inverse le sens de la touche. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez pénible ce genre de carton-là. Et de façon générale, depuis le début de la saison, je le trouve assez pénible sur la longueur ou la durée qu'il nous faut pour jouer une touche ou des coups de pied arrêtés ou des corners. Je trouve que
Ça m'avait frappé à l'époque à Porto pour la première fois l'année dernière en Ligue des Champions, où moi je devenais fou, mais je crois qu'il nous fallait 1 minute pour jouer une touche. Et de plus en plus cette saison, ça me tape à l'œil, on va dire. Euh, du coup, on a quoi d'autre? Si on reprend le fil pour terminer cette première On a la mi-temps. tête Il y a de eu Gabi. 37e, la transversale de Gabriel. Et 38e, dans la foulée, le but d'Avertz sur. Donc, la tête de Gabriel, c'est sur un corner. Exactement. Et après ça, on a Odegaard, Martinelli qui récupère et qui centre pour la tête de Jesus, qui C'est ça qui va rebondit toucher sur le le poteau et de Avertz gauche qui et l'a. Havertz qui a poussé au fond. C'est ça. Exactement, Jonathan. Tu as vu le même match que moi. Et du coup, très bonne nouvelle pour Havertz qui, alors, encore une fois, c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière qu'il a mis. Il a le mérite d'être présent. Mais Gabriel Jesus, dans ce match-là, à la 38e, en plus de l'activité globale qu'il a pu avoir sur le terrain, la combativité, j'ai trouvé très combatif, un petit peu partout, en appui remise, c'était relativement intéressant. Mais offensivement parlant, au moment de ce but-là, Gabriel Jesus, c'est quand même 3 occasions, 2 buts, un poteau. C'est quand même Je crois, très, très chirurgical. je crois que juste avant, il a eu une occasion aussi avant, hein, où il est lancé tout seul suite à une touche, mais il se fait reprendre par la Oui, croix qui sort dans le corner. oui. Non, mais il est Euh, présent, quoi. Il est super présent. Et ouais, mais du coup, il a même pas le temps de frapper. Donc, est-ce que c'est une vraie occasion, tu vois? Mais je suis d'accord avec toi. Oui, il est présent. Et sur cette occasion-là, d'ailleurs, je- Lacroix est quand même très puissant dans son retour. Je vois pas trop qui aurait pu mieux faire. Mais je crois d'ailleurs que du coup, c'est sur le retour de Lacroix. Je crois que ça donne le corner où Gabriel met la tête, hein. c'est Je, ça, c'est je crois ça. que c'est, je crois que c'est lié. On va peut-être pas, sous réserve que nos auditeurs nous pardonneront si on se trompe, parce que j'étais un peu fatigué au moment du visionnage du match, mais je crois que tout est lié, c'est-à-dire qu'il a cette balle en profondeur, suite à une balle perdue, je crois, Lacroix revient, la met en corner, sur le corner. Tiré par Odegaard, Gabriel met la tête sur la transversale et dans la minute qui suit, on a cette occasion-là. Du coup, est-ce que, statistiquement parlant, est-ce que Gabriel Jesus devient passeur en la mettant sur le poteau? Bonne question. C'est une Je bonne sais question. pas. Il faudra qu'on se renseigne ou que les messieurs stats de l'assaut nous donnent la réponse. En tout cas, voilà, 38e, ça fait Euh, 3-1. alors, Ouais, dis-moi. sur Ouskord, en tout cas, il lui donne pas, hein. Sur Ouskord, Ok. À voir, peut-être sur d'autres médias. Ça, si je ne me trompe pas, ça clôt le dossier première mi-temps. Euh, il y a Trossard, il y a une reprise de volée complètement manquée à la 43e, où le geste est beau, mais le ballon part à un angle hallucinant sur un centre de Martinelli. Et c'est tout, ouais. Pardon, excuse-moi. Et après, c'est-à-dire à la maison, non, mais retour au vestiaire, avec un avantage de but qui n'est quand même pas négligeable. Euh, mais vraiment, encore une fois, dis-moi si je me trompe, et nos éditeurs nous le diront, en tout cas, je l'espère en commentaire, si on est encore une fois trop critique. Alors, pour le coup, comment dirais-je? C'est une qualité que je vais nous trouver sur cette première mi-temps-là. Si dans le jeu, je ne nous ai pas trouvé très fluide ou très créatif, etc., on a été, mais Clinique. ouais, ah, On a été, Alors, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que Crystal Palace, malgré leurs 42% de possession en première période, ont quand même été bien présents. À la mi-temps, il y a 9 tirs pour Palace, 7 pour Arsenal. Par contre, en tir cadré, les deux équipes sont à 3 tirs cadrés chacune, et sur nos 3 tirs cadrés,
Bah, on a 3 buts. Donc, euh, donc c'est vraiment un reproche qui est souvent fait à Arsenal. Là, en tout cas, ça a été précis, quoi. Ouais, c'est vraiment très très clinique. C'est d'ailleurs marrant, il y a des fois où on a énormément d'occasions et on va pas en mettre au fond et on va crier qu'il nous manque un œuf, etc. Et là, sur ce genre de match-là, en fait, On n'a pas beaucoup, mais tout ce qu'on a vu, on a mis. ouais, je crois qu'on ne... En tout cas, en première mi-temps, en deuxième mi-temps un peu plus, mais sur cette première mi-temps, je crois qu'on ne vidange pas, quoi. Je connais... Alors après, il y a les XG et compagnie où moi, je m'intéresse pas du tout. Il faut... XG, on est à 1,45 à la mi-temps. Pour 3 buts. Donc, Ouais, ça veut dire que ça a bien performé, quoi. ah, clairement, ouais. Du coup, en tout cas, retour au vestiaire, la petite causerie du coach, on revient et bah ça a failli très mal commencer ce Avec le début de compère. deuxième période. Pardon? Avec le compère de Saliba. C'était pas- Ouais, alors moi j'ai souvenir que ça part quand même beaucoup en deuxième mi-temps. Il faudra qu'on reprenne un petit peu les occasions. Attends, et que je reprenne mes notes. Mais c'est beaucoup venu du côté droit de Palace. Et là, à la 46e, j'ai en tête un centre. Je crois que c'est Klein Klein, pas l'allemande, hein, pas K-L-E-I-N, mais bien C-L-Y-N-E, qui centre, Mateta la touche. Alors je crois que Mateta il est au duel avec peut-être Saliba ou Gabriel, mais il la touche. Et il y a Sarr qui arrive et qui surgit du deuxième poteau qui devance Timber, de mémoire. Et Raya se détend très bien puisqu'il la sort. Encore une fois, quand il faut, il n'y a pas de problème. Donc très bel arrêt de Raya. Mais on se dit qu'on a oublié de rentrer dans ce match-là. Et ça aurait pu relancer beaucoup plus Crystal Palace et nous donner un scénario un peu identique au match de Coupe de la Ligue de mercredi. Mais Raya fait le taf et et sort l'occasion Mais des sur Eagles. cette action, pour moi, c'est quand même la tête molle de Gabriel qui amène le danger, quoi, parce que c'est un dégagement du Ouais, le gardien. dégagement, ouais. Oui, oui, Euh, c'est Gabriel qui a la oui. réception. Mais c'est pas l'occasion là la plus flagrante, on va dire que j'ai, et je crois que je les ai même pas toutes notées. Euh, mais c'est beaucoup passé côté gauche. Et de façon générale, euh, ben, est-ce qu'on y vient tout de suite ou pas? Allez, on va encore avancer un petit peu dans la rencontre et je te donnerai mon point de vue. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Du coup, on avance dans... donc là, on est à 46e, je le rappelle, 52e. Nouvelle occasion de Palace. On a Mateta qui doit être à 25 mètres, 30 mètres, qui avance, qui n'est pas attaqué, qui frappe. Euh, Alors, là, moi, j'ai un petit bémol. En gros, allez, on l'a fait. Mateta frappe 25-30 mètres. Raya la repousse. La balle revient C'est dans les ça. pieds de Sarr, sur sa tête. Et Raya, on va dire, dans un double arrêt, s'interpose encore. Euh, et encore une fois, j'ai envie de dire, ok, il fait le double arrêt, il nous sauve très bien. Moi, j'ai un vrai doute, c'est que la frappe de Mateta, elle est plein axe. Et elle est pas super. C'est pas Ronald Koeman de l'époque, tu vois. Elle est pas, euh, elle est pas super puissante. Et moi, je trouve le premier arrêt de Raya pas bon. Encore une fois, je suis pas dans la polémique, puisque d'ailleurs, il fait le taf, il se relève et il arrête la tête de ça. Mais son Je crois premier qu'il est un arrêt, peu surpris, hein, parce qu'il est en train de reculer. Et quand il fait l'arrêt, il n'est pas au milieu des cages, hein. Il est vraiment sur son côté gauche. ouais, Donc, je pense il est un peu côté gauche, mais néanmoins, la balle, je veux dire, la- pour moi, je pense, vraiment, hein, je pense qu'un gardien de classe mondiale, il la bloque, d'une part. Et après, tout entraîneur des gardiens te dira, quand tu la dégages du point, ou etc., essaie toujours de la dégager.
sur les côtés. Et là, le retour, il est plein d'axe. Après, là où ça me dérange pas vraiment, c'est que le premier arrêt, on pourra toujours être critique ou pas critique. On peut avoir une critique constructive, messieurs, dames, sans être forcément focalisé dessus. Mais derrière, il se relève et il fait le taf. Donc en soi, j'ai pas de problème. Et surtout, en l'espace de 6 minutes, il nous laisse quand même dans la dans rencontre. le jeu. Parce qu'à 3-2 ou à 3-3, Crystal Palace, faut le rappeler quand même, le stade, il est petit, il y a quand même une sacrée ambiance, euh, du fait que le stade soit petit, et tu peux facilement prendre le bouillon, même si à domicile cette année, ils ont quand même beaucoup de mal, et que leur seule vraie performance à domicile, je crois, a été de faire un match nul contre City. Mais faire un match nul contre City cette saison, est-ce une vraie performance ou pas? Euh, je pose la question. En tout cas, ça nous remet un petit peu dedans. On arrive à la 59e. Euh, 57e, les changements déjà. ouais, on peut parler des changements. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été assez tôt. Bah, vas-y, le premier Bah, double changement. Rice pour Kaya Verts, qui a fait une super rentrée d'ailleurs, et Calafiori pour donc le Euh, retour de Calafiori pour Miles Lewis Skelly. c'est Donc ça. on attend Calafiori, pas dire de pied ferme, mais bon, ça va être intéressant de voir s'il arrive à tenir sur la longueur. Pardon. Du coup, alors je reprends mes notes, et c'est des traits que j'ai fait. Trossard, centre pour Jesus. Ouais. Ah oui, c'est le plat du pied de Jesus qu'il doit mettre. Il doit la mettre. Celle-là, il doit la mettre. Encore une fois, c'est pas un reproche, mais il avait clairement le triplé au bout des pieds. C'est contré par le gardien. La balle revient sur Rice qui tente la frappe. Mais c'est Martinelli qui va la pousser au fond des filets d'un plat du pied. Et moi, je vous avoue que je suis super content que Martinelli marque ce but parce que je trouve qu'il a fait une belle rencontre, qu'on lui est tombé dessus de façon générale. La fanbase lui est tombée dessus les derniers temps, donc je pense que ça ne devait pas être évident mentalement pour lui. Il a su rebondir, il n'a pas lâché l'affaire. Encore une fois, comme je le disais sur le but d'Averse, ce doit probablement pas être le but le plus compliqué qu'il a mis, mais le Martini que l'on connaît aurait très bien pu la mettre au-dessus ou à côté. Et voilà, en tout cas, il la met au fond et ça fait 4-1. Donc je suppose que là, du coup, Rice va avoir sa passe D dans les stats, même si c'est une... Yes. Ouais. Donc voilà. Il y a d'autres changements qui interviennent, je crois, entre ça. Parce qu'après, il n'y a plus grand-chose. Alors attends, je reprends mes notes, mais je crois qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent entre le 4-1 et le 5-1. À part Les Palace qui essaie prochains de. changements sont à la 83e. Voilà, et le but, il est à la 84e. Tu vois. Donc les deux autres changements, Non, c'était. pardon, je dis c'est 80. Enfin, les changements arrivent après le but de Rice. Les changements sont à la 85. Ok, bah alors on peut. Parce que franchement, moi, j'ai rien à me mettre sous la dent entre le 4-1 et le 5-1. En tout cas, dans mes notes, j'ai Non, absolument. il y a une frayeur sur Calafiori, il y a une faute sur Calafiori à la 75e Oui, où il reste au sol. Alors là, bon, on se je dit, pense qu'il bon, peut prendre rouge, hein. le mec est rentré 15 minutes, 20 minutes plus tôt. Si c'est pour qu'il ressorte, ce serait cher payé. Mais non. Parce que le tac, il est quand même très très appuyé sur l'intérieur de la cheville. Et je pense qu'il y a une vraie douleur et une vraie torsion de la cheville. Heureusement pour lui, sans mal, puisqu'il va se relever et va poursuivre la rencontre. Mais, mais ouais. Et d'ailleurs, il va être Calafiori qui va être impliqué dans le cinquième but. Mais tout part, et là, c'est important de dire qu'on est à la 85e, Et parce tout que part de Jesus. ouais, tout part d'un ballon récupéré par Jesus.
qui a encore l'énergie, parce que la course qu'il fait pour récupérer la balle, elle est pleine d'intensité encore, et on aurait pu penser que un joueur qui manquait de temps de jeu aurait pu tirer la patte à ce moment de la rencontre, mais pas du tout. 85e, donc il va presser, récupérer le ballon, mais totalement sur notre côté gauche. Je crois qu'il la remet à Calafiori. Calafiori qui trouve, de mémoire, hein, qui trouve Rice à Qui est dans le l'entrée de la... corner de la surface. Ouais, vraiment dans Ouais, dans le l'angle de la coin, c'est ça, surface. de la surface. Et Rice, franchement, pour moi, c'est un but d'attaquant parce que la Il frappe, pose elle est pas de questions, là. placée, enroulée. Tu vois, il met pas une mine, hein. Il frappe, il frappe enroulé, petit filet. Le gardien, il la touche un petit peu, mais il peut pas faire grand-chose. Si ce n'est, il aurait pu la dévier, oui, mais franchement, c'est chouette. Et du coup, ça fait 5-1 et très clairement, ça clôt le match, puisque après, il va y avoir un dernier changement avec l'entrée de Nwaneri C'est ça. à la place de. Nwaneri à la place de Gabriel Jesus et Ouais. Merino à la place de Timber. Voilà, Merino qui aura eu son temps de jeu. Mais voilà, fin de rencontre, 5-1. On prend, franchement, on prend. Ça fait du bien de retrouver, j'allais dire, un score lourd en notre faveur. On s'est marqué dans le jeu. Il n'y a pas de. Allez. Est-ce que tu crois que le premier but, le deuxième but de Jesus, vu qu'il est sur corner, est-ce que tu crois qu'on va Le le considérer sur comme coup de pied arrêté? comme un set piece, ouais. Je sais pas, pour moi, il y a quand même d'autres il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en compte dans ce but-là. Donc, moi, je dirais Ça que part d'un corner. Et d'ailleurs, pendant le match, ils ont donné une stat. Je crois que depuis l'arrivée de Nicolas Jauvert, c'est le 50e but que l'on met sur corner. C'est assez. Dans ces corners ou coup de pied arrêté, je sais plus. Mais c'est assez. La stat, elle est vraiment assez folle. Euh, ouais, je disais, première victoire avec le maillot third cette année. Nico, s'il m'entend, petite dédicace. Parce qu'il disait que ça serait le maillot perdant, mais ça y est, on a enfin gagné. Euh, voilà, donc victoire, somme toute logique. Je te propose de revenir sur. Alors, est-ce qu'on garde le Kasaka pour la fin? Oui, allez, gardons le Kasaka. Je voudrais qu'on revienne sur le côté gauche. Jonathan, je voudrais qu'on revienne avec toi sur ce côté gauche parce que, alors, quand je dis que j'ai trouvé MLS en difficulté sur son côté gauche, d'une part, il avait un attaquant qui était très vif, qui était Sarr. Euh, mais du coup, avec une réorganisation dans un premier temps, donc avec Martinelli devant lui, mais très rapidement, où on avait euh, Lewis Kelly, Havertz, Trossard sur le côté gauche, quand il n'est pas protégé, bah, c'est quand même un peu plus dur. Alors, d'un côté, ça montre le niveau, pour moi, l'importance dans le côté défensif et de l'équipe d'un Martinelli, qui n'est pas négligeable pour moi. Mais ouais, je sais pas. Il y a quelque mais chose qui m'a un petit peu, pas perturbé, c'est mais interpellé, on c'est va dire. intéressant comme discussion, tu vois, parce que moi, MLS, c'est pas du tout ce qui m'a sauté aux yeux dans sa performance. Moi, enfin, on en parlera parce qu'il faut que je parle de MLS un peu plus tard. Mais moi, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux des fois dans sa performance. Alors peut-être que c'est le fait qu'on ait pris qu'un but qui fait que ça soit pas aussi grave que c'est ce qu'il a fait défensivement, pour moi, n'a pas été autant mis en lumière. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait plein de choses intéressantes ce soir, MLS. Après, j'ai pas dit qu'il a... alors, encore une fois, je précise, quand je dis qu'il était en difficulté défensivement, ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein. Mais j'ai en tête des phases de jeu
construite de la part de Crystal Palace, notamment sur des 1-2 où ils allaient chercher un milieu relayeur un milieu, pardon, relayeur qui lançait en profondeur Sarr sur le côté droit. Euh, j'ai pas noté la minute, mais si tu regardes cette occasion-là, tu vois que Sarr, il prend dans le 1-2, il prend 5 ou 6 mètres d'avance sur MLS. Mais pourquoi? Parce que MLS, il est allé chercher un peu plus haut, parce qu'il n'a pas la couverture que Martinelli lui octroie d'habitude. Après, le foot, si ça se joue à 11, c'est pas pour rien. Si c'est un sport d'équipe, c'est pas pour rien. Et que finalement, les actes des uns ont forcément des conséquences sur le positionnement des autres. Dans tous les cas, je veux dire. Donc, encore une fois, il n'a pas fait un mauvais match. Le côté gauche a été, je trouve, plus en difficulté que d'habitude. Voilà. Mais parlons de MLS, du coup, puisque tu voulais en parler un peu plus tard, mais bien, on est dessus, donc parlons-en. Bah, moi, MLS, il est dans mes tops. Il est dans mes tops parce que, C'était à ce niveau-là que tu disais que tu voulais en parler plus tard. exact. Alors, on en garde pour plus tard. Euh, on en vient aux conséquences de la blessure de Saka, Jonathan. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour reconnaître l'importance de Bukayo Saka dans le club, dans l'identité du club, dans ses performances, dans ce qu'il représente et qu'il représente l'avenir du club. Euh, et donc, bon, sorti sur blessure, on ne sait pas encore trop pour combien de temps, un mois, 6 semaines, à voir. Et je pense que dans toute situation comme ça, il y a des opportunités à prendre. Comme pendant la blessure d'Odegaard, on espérait voir un peu plus de temps de jeu pour Nwaneri et trouver d'autres solutions. Là, on sait que je pense que Saka et Odegaard sont les deux premiers noms avec Saliba, Gabriel et Raya que Arteta pose sur sa feuille de match. Là, il va devoir faire sans. Et donc, il va falloir aller trouver d'autres solutions. On a vu un Martinelli sur le côté droit qui était très intéressant. On a Gabriel Jesus qui, s'il arrive à confirmer, ça peut être très intéressant au niveau de l'attaque. Et je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité. Je pense que la blessure de Saka, alors peut-être on ne sera pas d'accord, elle est pour nous moins préjudiciable que ce qu'a été l'absence d'Odegaard. Odegaard fait vraiment le liant. Enfin, on a vu ce soir où est-ce qu'il allait récupérer les ballons. Odegaard, il redescendait très bas, il les monte très haut et c'est vraiment lui qui donne le style de l'équipe et qui donne du liant. Saka est plus sur la finition. Donc pour moi, c'est un petit peu moins problématique entre guillemets. Et je pense que bah, ça va nous pousser à voir des Jesus, des Martinelli à d'autres positions que d'habitude. Et donc je pense que c'est qu'il faut voir ça comme une opportunité. Et bon, on a des matchs qui arrivent. On a Ipswich la semaine prochaine. J'ose espérer que ça, là, bon, on arrive à clôturer l'année sur un feu d'artifice parce qu'on va reprendre l'année 2025 avec deux matchs assez compliqués. Donc voilà, je pense que ça peut nous donner différents horizons, cette blessure. Et ça peut aussi, et on sait aussi que le jeu d'Arsenal est quand même très stéréotypé. On sait qu'on est sur la gauche, on essaye, Martinelli à la balle, il lève pas les yeux, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la redonne à Saka. Saka fait des centres, des passes décisives. Il a des prises à deux, des prises à trois. Donc là, va falloir. Enfin, là, du coup, on va être moins prévisible, du coup. Donc, à voir ce que Arteta peut réussir à sortir du chapeau, quoi. Bah, sachant que Sterling est blessé, et je pense que le jeu continuera à pencher à droite, parce que Martinelli à droite sur son bon pied, ça reste intéressant, et que, encore une fois, et pourtant il a eu du temps de jeu, puisqu'il est rentré à la 25e. Mais moi, j'ai le match de Trossard, encore une fois, je l'ai pas trouvé ouf, clairement pas. Et le problème, c'est que on va mettre qui à gauche, quoi. Et du Bon, coup, contre Ipswich, ça va pas être trop ouais, problématique. mais attends, il y a quand même des Mais matchs contre Tottenham qui arrivent. Il y a une demi-finale de cup à avant jouer même, début janvier. avant même qu'il y ait les matchs contre Tottenham, il y a déjà Brighton et Brentford à l'extérieur Début janvier, ouais. janvier. Donc ça va déjà être deux bons tests, quoi. Ouais.
Donc, il faut espérer que. Puis même après, il va... si on se qualifie, j'espère qu'on se qualifiera. En tout cas, on est au moins assuré de faire les barrages en Ligue des Champions. Euh, il y a une vraie, il y a une vraie Saka dépendance. Encore une fois, pas forcément dans le jeu, mais les stats montrent que Saka sait être décisif. Euh, pour Arsenal depuis le début de la saison. Des fois, même sans être très bon, mais il est capable de mettre un doublé et une passe D dans un match où il va être presque transparent. Euh, voilà. On va déjà attendre la durée de l'indisponibilité. Je pense que pour clairement, le 2024 est terminé pour Saka. De toute façon, il restait que un match, que le Boxing Day, il va le passer encore au chaud. Et après, faut voir si c'est déchiré ou si c'est juste une élongation, mais moi, je pense que ça a pété. Je pense que ça a pété. Ouais. Affaire à suivre. Bah, du coup, on s'est dit pas mal de choses déjà, Jonathan. On voit que bah, quand il y a que deux coups de cœur ou deux coups de gueule, ça va plus vite. On arrive déjà sur la fin. Bah, je dis déjà, ça fait trois quarts d'heure qu'on est ensemble, à peu près. Et je dis déjà, j'ai plus l'habitude de faire des épisodes aussi courts. On arrive sur nos flops et nos tops. À moins que tu voulais peut-être faire un focus sur notre joueur. Non, 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 c'est Non? bon. Ok. Bah moi, je vais en faire un tout petit. Alors, pas que j'ai envie de traîner, Vas-y. mais juste sur Havertz. J'ai trouvé Havertz super intéressant dans ce match-là, puisqu'en fait, il a pris à certains moments une place de deuxième 6 aux côtés de Partey. Il a été je lui ai trouvé une vivacité que je ne lui connaissais pas sur des interceptions de balles. Il est redescendu très très bas défendre. Il a fait un bien fou sur les corners. Il a fait euh, voilà. Autant on sait que 8 c'est pas forcément le meilleur poste et j'ai quand même souvenir de matchs où il était pas pas ouf et Je pas pense qu'on top. a tous été traumatisés par sa première partie de saison la saison dernière. Donc, où il n'avait pas la confiance et où il était en difficulté. Maintenant, peut-être qu'il arrive à prendre ce rôle-là avec plus d'instinct, plus d'intuition. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bien aimé sa partition sur ce match-là. Et si finalement Havertz revenait au poste pour lequel on l'a peut-être Recruté. recruté, ouais. Jonathan, les flops et les tops. Commençons par les flops, si tu Pour en as. moi, alors, flop, c'est vraiment un grand, grand mot de dire flop, hein. Après, t'es pas obligé d'en mettre, hein. Non, non, mais alors, enfin, performance en dessous des standards de d'habitude, Mhm, Saliba Gabriel, mhm. que je Plus en m'attendais à ce difficulté, ouais. qu'il arrive à museler complètement Mateta. Ça n'a pas été le cas. Bon, lui aussi, moi j'adore le profil de joueur, hein. Il est impressionnant, hein. Il est impressionnant. Et c'est marrant, c'était à la 50e minute, je crois qu'il y a un corner. Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est MLS qui est chargé de couvrir Mateta. Et alors, tu vois la différence de taille entre les deux, parce que bon, Mateta était un 92, MLS était un 78. Il y a quasiment 10 ans d'écart entre les deux aussi, et Mhm. c'est marrant. Et bon, bref, moi, voilà, je trouve que Saliba Gabriel, ils ont fait plus de frayeur qu'autre chose ce soir. Et bon, non, je m'attendais à quelque chose un peu plus solide. Ok. Et toi? Alors, je te rejoins dans l'analyse. En fait, j'ai pas envie de mettre de flop. On a gagné 5-1. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de me mouiller, parce que si je devais me mouiller, je mettrais Trossard dedans. J'ai pas kiffé son match. Euh, mais je vais pas, non, je vais pas en mettre. On gagne 5-1 à l'extérieur, dans une course au championnat où il faut gagner.
Voilà, donc très bien comme ça. Tes flops? Les tops. Ouais, les tops, pardon. Non, viens, on refait les flops. Les tops, Rice, l'entrée de Rice, qui amène beaucoup de verticalité, qui est très précis, même au-delà de son but. Moi, j'ai trouvé qu'il a amené une énergie folle. Très bien. MLS, parce que, alors, j'ai pas fait attention à ce Ouais, qu'il aurait ok, pu faire très bien. défensivement, mais je trouve que offensivement, il a été très fort. Il a réussi à se sortir à chaque fois, récupérer le ballon, repartir de l'avant, passer un joueur, deux joueurs. La seule façon que les adversaires arrivaient à le stopper, c'était en faisant une faute dessus. Et ça, je crois que je l'ai vu trois, quatre fois. Donc bien. Et bah après, et Gabriel Jesus, hein, c'était un super match, une super prestation. Et le seul truc qu'on attend de voir, c'est la régularité. Parce que si il arrive à nous montrer ce genre de performance, à les répéter, au-delà que les faire en Carabao Cup, mais s'il arrive à faire ça en Première Ligue et à retrouver ce petit côté aussi en Ligue des Champions, ça peut être super cool. Ouais. Après, je suppose que... Non, mais tu as raison. Alors, je vais donner mes tops. Jésus, forcément. Doublé, présent, des occasions créées, une combativité de tout instant jusqu'à la fin du match. Donc le Jésus qu'on aimait voir fut un temps. Petite parenthèse, je pense que toute la fanbase ce matin se dit pourvu que la prochaine blessure intervienne le plus tard possible. Parce que finalement, c'est ça le gros problème de Jésus. Euh, mais tant qu'il sera fit comme ça, il y a moyen qu'il s'éclate, notamment sur le match du week-end prochain. Jésus en top. Si je devais encore en mettre deux, ça serait plus des tops d'encouragement, parce que ça n'a pas été extraordinaire comme prestation non plus. Ne nous voilons pas la face. Et je vais mettre Martinelli. Euh, pour une fois que je peux dire que c'est un top d'encouragement et que je n'ai aucun lien de parenté avec lui, à ce que j'ai pas besoin de le défendre aujourd'hui. Mais ouais, c'est comme j'avais dit que Jésus contre Fulham s'était donné les chances d'avoir une nouvelle chance dans un prochain match parce qu'il n'avait pas marqué mais qu'il avait fait des belles choses. Martinelli montre aussi pourquoi il continue d'être important dans cet effectif-là. C'est pas un de nos top players, mais il est important dans l'effectif. Et je suis très content qu'il ait pu euh, être impliqué sur des buts et de marquer un but. Donc Jesus Martinelli. Et après, j'hésite toujours en top d'encouragement de mettre Havertz, parce que je trouve qu'il a fait un bon match. On n'a pas parlé, il y a des joueurs dont on n'a même pas cité le nom. Alors, je vais le citer juste pour dire partez, partez à jouer. Euh, j'en ai pas parlé parce que je sais pas comment analyser son match. Dans un match où je sais pas, je l'ai trouvé très excentré parfois. Après, je l'ai trouvé euh, aidé par Havertz puis par Rice dans certains cas. Après, il fait une passe D sur Jesus. Après, techniquement, il est très à l'aise. Voilà, j'ai trouvé juste quelques placements un petit peu bizarres ou suspicieux pendant la rencontre, mais encore une fois, voilà. Mais ça mérite ni un top ni un flop pour moi. Et donc, du coup, en deux, ouais, ça va être, putain, j'hésite vraiment. Euh, Ouais, je vais mettre. Je suis d'accord avec toi, Rice, il fait une très très bonne rentrée, quoi. Mais je vais mettre Raya. Et oui, vous avez bien entendu. Je mets Raya. Voilà, après, une fois qu'on a souligné l'erreur qu'il a faite, néanmoins, il nous laisse quand même dans le match en La début plus défensive, ouais. de deuxième rencontre.
Et voilà. Donc, du coup, pour un gardien qui fait des arrêts et qui laisse son équipe dans la rencontre, il mérite, d'après moi, d'être dans le top. Jonathan, tu le disais, le dernier match de la saison, c'est pour samedi prochain. Bah, ce samedi, le 27 décembre, un match. Vendredi soir, non? Attends, le 27, c'est quel jour? Ah, c'est peut-être vendredi. Attends. C'est ça. Le 27 en France. Ah oui, c'est vendredi. Alors, c'est vendredi, effectivement. Bon, les podcasts Vendredi vont être soir. enregistrés très tard, puisqu'on joue à 21h15. Mais ok. Et on reçoit Ipswich, qui est actuellement 18e au classement. Donc, autant te dire que sans vouloir manquer de respect à cette équipe, Il faut là, qu'on les éclate. bon, il faut combattre. Il faut qu'on ait. Là, il faut prendre 3 points. Après, franchement. Non, mais il faut prendre 3 points, il faut prendre du goal average, il faut prendre tout ce qu'il faut. Faut prendre de la confiance à la maison, faut essayer de trouver des automatismes. Mais si maintenant on est dans un jour sans, on peut pas se permettre dans un jour sans de faire match nul. C'est pas possible. Comme on l'a fait contre Everton qui était 15e au classement. Ipswich, c'est 2 matchs gagnés, 6 nuls, 9 défaites avec un goal average de -16. Donc autant te dire que c'est complètement à la portée d'Arsenal. Et donc ça, c'est vendredi soir, tu l'as bien dit. Donc le podcast sera enregistré dans la foulée, disponible dès le samedi matin. Et après, ben, on va se mettre, je crois que ça sera le dernier match de la saison, de l'année 2024, pardon. Et que du coup, on pourra passer les fêtes de fin d'année probablement à la troisième place du classement, je suppose. Puisque après, on rejoue le 1er janvier contre Brentford. Comme tu le dis, un déplacement. On enchaîne 2 déplacements mercredi et samedi de début janvier avec 2 horaires identiques à 18h30. Donc Brentford et Brighton avant le choc contre. Bah, ouais, j'appelle ça un choc. Contre Manchester United à la maison. En FA Cup. La question qu'on pourrait se poser, Jonathan, on y répondra, parce que je pense que là, on va avoir un petit gap début janvier pour faire un podcast de bilan, etc. Mais si la... est-ce que d'après toi, un oui ou un non, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, mais est-ce que d'après toi, pardon, si la blessure de Saka devait être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est-ce que d'après toi, ça va précipiter un recrutement en janvier? Parce que pour moi, je pense qu'on est parti pour ne pas recruter. Il faut voir aussi celle de Sterling. Si, si les deux sont avérés pour du long terme, après tu vas me répondre que Sterling, de toute façon, il joue pas depuis le début de l'année. Ça ne devrait pas changer grand-chose, mais ça prend quand même, enfin, ça fait quand même partie de l'effectif. Je sais pas. Aucune idée, honnêtement. Tu sais qu'Arteta préfère se serrer la ceinture plutôt que des fois aller chercher quelqu'un qui rentre pas dans le moule. Là, ça fait peut-être un peu précipité, donc je ne sais pas. Ouais, affaire à suivre. Et on sait que pour communiquer sur les blessures, on va attendre une plombe, à mon avis. Donc on va scruter les réseaux sociaux, on va scruter les interviews et puis on vous tiendra au courant sur les différents réseaux sociaux. Si, allez, on va quand même prendre le temps rapidement de parler des notes parce que les notes sont disponibles et on va juste voir, on va ressortir 2 joueurs, voilà, pour donner un petit avant-goût et l'envie d'aller pour nos auditeurs d'aller checker les autres notes. Du coup, Jonathan, si on devait regarder les notes allez, on va prendre 2 joueurs au hasard. Euh, Donne-moi un nom. MLS, il a mis combien? Allez, MLS. Alors, Lewis Kelly. C'est Louis qui était à la notation, c'est ça? C'est Louis, ouais. Alors, Lewis Kelly, 7/10. Et si c'était la prise de pouvoir de la saison, MLS continue d'impressionner à ce poste de latéral gauche, vraiment pas fâché avec le ballon, à l'aise dans les petits espaces, défensivement rassurant et tactiquement déjà rodé. Le jeune Anglais continue de montrer qu'il est un candidat très sérieux au 11 de départ, remplacé par Calafiori à la 58e.
Ok, donc Louis, rejoins un petit peu ton point de vue. Ouais, Ouais, bien. Toi, ça me va. tu parles à Ça l'aise me dans les va. petits espaces. Moi, c'est vraiment ça qui Oui, m'a oui, je suis d'accord. poussé ce soir. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la rencontre, il s'est imposé physiquement, parce qu'encore une fois, Sarr et Mateta, c'est quand même physiquement très costaud, et il a su s'adapter dans sa façon de défendre pour répondre assez tard dans la rencontre, mais pour répondre défensivement à ce genre de profil. Et moi, je te propose de regarder Raya. Allez, Raya, tu es où? Raya. Et ben, c'est également un 7 sur 10 que Louis a mis. Alors, un peu de surfroid de ce soir et peu aidé par sa défense, le portier espagnol a été néanmoins décisif sur sa ligne. Auteur de parades ô combien importantes, il a permis à son équipe de maintenir la tête au-dessus de l'eau quand ça n'allait pas. Et ben voilà, Bah, ça résume bien ce tout que. est dit. Jonathan, il est temps de mettre un terme à cet épisode. Te remercier déjà pour ta présence, c'était plutôt cool. Inviter nos auditeurs, comme toujours, à aller peut-être checker les autres notes de la rédac sur le site Arsenal French Club euh, et d'aller voir les articles. Il y avait un avant-match qui était assez intéressant, fait par un très bon Jonathan. C'était toi qui étais à l'avant-match ce week-end. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. Et bien entendu, le podcast French AFC avec la possibilité pour vous de commenter, de donner vos avis, de vous exprimer très librement sur Spotify ou sur les plateformes via lesquelles vous écoutez ou bien entendu sur YouTube. Euh, Jonathan, je te souhaite à toi et je souhaite aux auditeurs de belles fêtes. Alors, de fin d'année, certes, mais on se retrouve déjà vendredi soir. Donc, de bonnes fêtes de Noël en famille ou entre amis. Reposez-vous bien. Merci de votre fidélité. Et puis, il est temps d'aller prendre plein de poids, d'aller manger plein de bonnes choses et d'aller boire plein d'alcool, avec modération toujours. Mais voilà, place aux fêtes et on pourra regarder tranquillement le, en tout cas l'affiche du week-end qui oppose Tottenham à Liverpool et Chelsea qui se déplace à Everton. Voilà. C'est ça, exact. Merci pour tout. Je vous embrasse très fort et come on Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.